On y va. Alors, comme à l'accoutumée, nous avons l'habitude de faire des halachot qui sont liés avec la paracha, quand on peut. Et la paracha en Eretz Israël, c'est Matot. Par contre, Matot, et la semaine prochaine, nos amis de l'Europe et du monde nous rattraperont, parce qu'ils feront les deux parachutes ensemble, parce que chacun sait que avant Tisha B'Av, on doit lire la paracha de Varim ensemble. Juste avant Tisha B'Av, on va la lire la veille, le jour de Tisha B'Av qui tombe Shabbat. Donc ça va être en même temps le Shabbat Chazon et en même temps Dvarim. Donc automatiquement, tout le monde doit être aligné à la même paracha. Donc pour l'instant, on a une paracha d'avance, elle s'appelle Matot. Et dans Matot, il y a l'histoire de la guerre de Midian. Il y a la guerre contre Midian, pour venger ce qu'ils ont fait avec les filles de Moab. Et donc, ils ont rattrapé, comme ce n'était pas Amalek, il faut tout détruire. Les hommes, les femmes, les enfants, les objets, les ânes, tout, il faut tout brûler, tout détruire. Là, c'est pas Amalek, donc on peut récupérer le butin. Donc, ils ont récupéré du matériel. Et donc, parmi le matériel qu'ils ont récupéré de la vaisselle. Et de là, on apprend qu'est-ce qu'on doit faire avec de la vaisselle qu'on achète des non-juifs. C'est de la guerre de Midian qu'on apprend, puisque avant il n'y avait pas de... Ils avaient leur vaisselle qu'ils avaient ramenée d'Égypte avec eux. Et puis ils mangeaient de la manne. Donc il y avait besoin d'une assiette en carton et c'était bon pour 40 ans. D'accord. Mais là, Pitom, il se retrouve avec une vaisselle juste avant d'entrer en Israël. Évidemment, comme c'était toute une guerre nationale, donc ils ont ramené des tonnes et des tonnes d'objets. Et donc, évidemment, on n'allait quand même pas jeter des objets en or, en argent, en cuivre, en métal, en verre, il y avait tout ce qu'on peut imaginer. Et donc la question se pose, que fait-on d'un récipient qu'on achète des goïms? Et c'est effectivement le cas tout le temps aujourd'hui. Il n'y a jamais d'usine qui soit une usine de juifs où le propriétaire est juif et celui qui fait l'objet fabrique, l'artisan est juif. C'est une discussion. Qu'est-ce qu'on appelle le Kéli? C'est celui qui est propriétaire, le patron de l'usine, ou alors le monsieur qui fait avec ses mains, l'ouvrier. Soit qui fait gonfler le verre, soit qui fait le métal, il y a toujours de la main-d'œuvre, donc il y a toujours des actions manuelles et un propriétaire. Donc premièrement, il faut savoir que tous les kélim qu'on achète ont un problème d'impureté de goïm. Tous les kélim. Même les kélim que vous achetez en Eretz Israël, dans un magasin de Judaïka, où il y a écrit Boré Peria Geffen sur le verre, avec le couteau pour couper le pain de Shabbat, hein, tout ça. Si vous tournez, il y a écrit Made in China, et des fois, quand c'est pas écrit Made in China, même si c'est fait dans une usine en Israël, en grande majorité, ce sont des Arabes ou des Thaïlandais qui sont les ouvriers. Et donc, il y a une grande question, doit-on faire ou pas une bénédiction parce qu'on doit faire passer le Kéli de l'impureté des nations sur la sainteté d'Israël. Donc il y a une bracha qui s'appelle Al Tevilat Kelim, bracha sur le trempage des Kélim. Maintenant, moi j'ai cette question depuis des dizaines d'années et j'ai toujours pas trouvé de réponse. Donc je reste sur mes positions, à savoir
que puisque c'est une discussion, s'il faut que ce soit ou l'ouvrier ou le propriétaire, d'accord, et que très souvent, si vous regardez sur Internet, vous prenez Uginox, vous prenez n'importe quelle société de Kélim dans le monde, de vaisselle, il est presque sûr que vous trouviez des juifs qui sont actionnaires dans la société. N'importe quelle société, que ce soit des casseroles, des marmites, des verres, de l'arcopal, du pyrex, que ce que vous voulez, intéressez-vous. Une matière. Oui, intéressez-vous à la bourse de cette affaire. Ils vont vous donner tous les actionnaires. Et vous allez trouver M. Lévy, le Valois, M. Cohen, New York, telle ou telle société, et vous êtes presque sûr qu'il y a toujours des actionnaires juifs dans l'affaire. Ouais. Et donc, si l'actionnaire est juif, donc là, le Kéli appartient en partie aux juifs. Donc on ne peut pas faire une bracha par un doute. Comment vous alliez faire une bracha? Peut-être c'est un Kéli d'un juif. Peut-être la partie d'action qu'il a là-dedans le considère d'après la Torah comme un propriétaire de ces Kélim. Et donc, moi, je reste sur mes positions depuis 34 ans que j'habite ici et que je me suis intéressé à la question et je n'ai jamais eu de réponse. Tous les gens m'ont dit toujours, on ne sait pas. Donc, quand on ne sait pas, on ne fait pas de bracha. Donc, vous ne cassez pas la tête, vous trempez le Kéli sans bracha. Comme ça, vous êtes tranquille dans vos baskets. Parce qu'une bracha pour rien, c'est interdit. Mais un trempage pour rien, ça ne mange pas de pain. Au pire des cas, vous trempez pour rien. Mais au mieux des cas, vous trempez pour quelque chose. En tous les cas, vous n'allez pas faire une bracha si vous avez un doute s'il y a des juifs mêlés à ces affaires. Donc c'est pratique. C'est très pratique en plus parce que vous pouvez donner à quelqu'un de tremper ça dans n'importe quel endroit. C'est pas grave. Et allez savoir, vous pouvez jamais savoir. Il y a tellement. Ils travaillent là-bas. Il y a tellement de juifs qui sont. Il y a des chalières là-bas qui travaillent là-bas dans les usines. En plus, mais Nagid, vous avez, c'est encore plus, ça rajoute de l'eau au moulin. Oui. Mais si vous avez des propriétaires, des actionnaires, même dans une usine qui vous semblerait complètement appartenant à des goïms, Uginox ou Arcopal, ce que je sais, vous direz, c'est les frères Dupont en Auvergne. Quel rapport? Ouais, c'est les frères Dupont en Auvergne, mais il y a 50% des actions qui appartiennent à Cohen à Montréal. Comment vous faites? Voilà. Donc on ne se casse pas la tête, on trempe sans bracha et c'est pour. On a terminé l'affaire, c'est pas la peine de se casser la tête. D'accord? Voilà ce qui se passe. Maintenant, il y a un problème qui se pose, par exemple, un vieux problème qui a été soulevé il y a quelques années, problème qui est chez nous d'ailleurs dans la paracha. Avant de tremper, avant d'enlever l'impureté spirituelle du Kéli, il faut enlever le pas cachère, le pas bon qui est englobé dans le Kéli. Eux, ils ont fait ça. C'est des Kélim qui appartenaient aux Midianim, ils ont été obligés de les cachériser. C'est pour ça que la Torah nous dit, ce qui passe au feu, cachérisé au feu, qui passe à l'eau, cachérisé à l'eau, etc., etc. Donc, il y a quelques années de cela, donc évidemment, vous n'allez pas au marché aux puces pour acheter des casseroles de la marquise du 16e qui est morte. Ça, c'est rarissime, d'accord? C'est rarissime. Vous allez en général acheter des kélim neufs. Ou un héritage. Bon, un héritage, c'est pas shoot. Si vous avez des trucs, vous cachérisez pour être sûr, d'être tranquille. Mais la question qui s'est posée il y a pas mal d'années, c'est les kélim neufs. Ils ont vérifié que dans les usines de poêles, de marmites,
de tout ce qui est en aluminium, etc., en rhéostat, etc., ils ont vérifié qu'effectivement, pour éviter que ça se raye, avec les manipulations, les magasins, les Maxstock et compagnie, pour éviter que les poils se rayent, elles sont invendables. Donc, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Un truc extraordinaire. Ils injectent dans la poêle, quand elle est fabriquée, en plus du métal qui fait la poêle, ils injectent de la graisse. Ah ouais. Et la graisse se mélange au métal. Et donc, quand vous frottez la poêle contre une autre, ben ça ne raye pas. C'est à cause de l'huile qu'il y a dedans. Maintenant, ils ont dit, d'où vient cette graisse? D'où vient cette graisse? Viendrait-elle de matière permise ou de matière animale? Donc, très souvent, comme on ne sait pas d'où viennent les huiles, les émulsions qu'ils utilisent, on cachérise avant d'utiliser. Alors maintenant, il y a des décisionnaires qui sont casse-pieds, qui sont rigoureux. Décisionnaires rigoureux qui vous disent il faut cachériser comme pour Pessah. Faire une agala. C'est-à-dire dans de l'eau brûlante. Donc il y a des différents magasins, différents endroits où ils vous prennent 10 shekels la marmite et vous cachérissez ça en agala. Mais il y a des décisionnaires plus humains, comme le Rav Ovadia Yosef, le Rav Shlomo Zalman, Urbar, les décisionnaires qui ont affaire au public. Pas qui ont affaire à 3 pelés 4 tondus de Nebrak et Baïd Vegan. Les gens qui ont affaire au public, ils vous disent non, te casse pas la tête, t'as pas besoin de prendre les marmites et les amener dans un quartier où il y a des baignoires. À la maison, tout simplement. Comme on ne sait pas, et que c'est pas une graisse qui va sortir avec la cuisson. Elle est intégrée dans le métal. Sinon au bout de 3 cuissons, la marmite tomberait en lambeaux. Donc c'est une technique très très compliquée de faire pénétrer le métal et la graisse en même temps. Donc elle sortira jamais cette graisse. C'est comme de la colle. Donc pas doute que peut-être qu'il y a une couche extérieure qui est là, ou cachériser ça à la maison. C'est-à-dire vous faites bouillir sur le feu, vous mettez de l'eau, vous faites bouillir votre marmite, vous jetez dans le robinet, vous rincez, et l'affaire est dans le sac. Pas la peine de vous casser la tête d'aller emmener votre... Quand ce sont des poêles, des marmites, comment on appelle ça, des récipients en métal. Oui, en fer aussi. En fer, en général, c'est rare en fer. En général, c'est toujours de l'inox ou du rhéostat. En fer, c'était au temps de Napoléon. C'est fini le fer. Or, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est de l'acier inoxydable. Il ne manquerait plus que ça, sinon ça rouillerait très vite. Donc quand vous achetez ces trucs-là, vous ne cassez pas la tête. Avant de l'utiliser, vous faites bouillir une fois et vous jetez. Même une fois qui est prête. Ouais, vous faites bouillir, vous mettez de l'eau dedans, vous faites bouillir, vous jetez quand c'est bouilli, vous mettez de l'eau froide et vous rincez. Dans l'évier, ou dans les toilettes, ou sur la voisine. Sur la tête de la voisine. Sur les plantes. Sur les plantes. Non, dans l'évier ragil. Parce que tout ça, c'est des craintes de craintes. On n'a aucune certitude. D'accord? Alors maintenant, c'est pour ça, si vous avez remarqué, ils vous vendent des trucs à gâteau, des moules à gâteau, des assiettes en métal. Et il y a Badatz. Tac! Pourquoi il y a Badatz, Rubin, Bet Yosef? Parce qu'ils vérifient à l'usine. Ils vérifient à l'usine qu'il n'y a pas cette technique. Comme c'est des trucs qu'on jette, donc on n'est pas très scrupuleux que ça se raye, donc on ne regarde pas et donc c'est bon. Donc c'est pour ça qu'ils mettent les recherches sur ces calibres, de peur qu'il y ait des gens qui disent ah non mais si c'est mon four, mon moule à gâteau,
et qu'il n'y a pas une surveillance rabbinique dessus, peut-être qu'il y a une graisse dessus, et donc, etc., etc., etc. Donc, si vous pouvez trouver avec surveillance, comme on dit chez nous, inématov. Si vous ne pouvez pas trouver, parce que vous avez acheté ça dans un endroit où il n'y a pas de surveillance, comme on dit chez nous, don't care. C'est pas grave, vous pouvez quand même utiliser, parce que la probabilité qu'il y ait eu de la graisse appliquée sur ces matériaux est faible, même si elle existe, c'est intégré dedans, et même si ça existe, il faudrait prouver que ce soit des graisses animales. Parce qu'au niveau économique, c'est évident que on arrive à faire des graisses maintenant. Cachère. Pas cachère. Oui, cachère, synthétique. C'est moins compliqué que d'aller chercher des cochons ou des éléphants pour faire des graisses avec. Donc, comme c'est très loin, on fait pas une maladie pour ça. Donc, si vous êtes invité chez quelqu'un qui habite à Ashkelon ou à Romainville, et qu'il n'a pas trouvé des kélim, des moules à gâteau où il y a une surveillance dessus, ben n'en faites pas une maladie parce que il n'y a aucun risque, quoi. C'est pas qu'on craint. Et si on ne l'a pas du tout fait, on fait rétroactivement ou c'est fini? Sur quoi? Toutes les anciennes casseroles doivent tout est Non, ça y est, on parle des. Vous les avez tellement utilisés, vos casseroles et vos marmites, que s'il y avait du tarif dedans, vous l'avez avalé depuis très longtemps. Ah là là, Non, vous inquiétez pas, on parle que des nouveaux, c'est une nouvelle technique. C'est une nouvelle technique qui doit avoir une dizaine d'années. à se bouillir alors. Ouais, vous faites bouillir et vous jetez l'eau. C'est très bien pour Quand ce sont des ustensiles en métal, c'est là qu'ils mettent de la graisse. Maintenant, si c'est pas en métal, si c'est en Pyrex, en Duralex, en Ron, là, il n'y a pas de problème. C'est à la base de plomb comme ça a toujours été, quoi. C'est très bien pour les techniques. T'achètes une poêle, tac. Voilà. Maintenant, troisième problème qu'il peut y avoir, c'est quand vous achetez, on est dans la paracha de Matot, donc on parle de la cachérisation des kélim, vous achetez un pot de Nescafé, d'accord? Ah bah oui. Vous achetez un pot de Nescafé ou de Maxwell, je ne fais pas de publicité devant nos auditeurs, Du africain maintenant. bien que j'ai été payé grassement pour dire ce soir pot de Nescafé, parce que ça y est, ça y est, avec mon cours, ils ont augmenté les ventes de au moins 15%. Donc vous achetez un pot de n'importe quoi, de café soluble, de soupe, ce que vous voulez, et vous avez voulu l'acheter en verre. Pas en métal, mais en verre. Et puis maintenant, une fois que vous avez fini le Nescafé, vous voulez garder le pot pour mettre des pois chiches, par exemple, ou des haricots secs. Ouais. Non, des fleurs, c'est pas un problème, des fleurs. Ah bon? Ben non, on parle de quelque chose qui ça. contient des aliments. Ok. Si vous mettez Du riz. du canigou pour votre chien, c'est pas grave non plus. On parle du riz, on parle de quelque chose que vous mangez. Donc, évidemment, alors les poskim en kikinant, les poskim durs, ils vous disent Ouais. Get out! C'est un kéli. Il faut tremper le pot de Nescafé avant de s'en servir. Alors, D'accord? moi j'en ai un là qui traîne à la maison là. Oh, ben, moi j'en ai 19 qui traînent et on s'en sert. Alors, qu'est-ce qu'il dit là? Mon chef Einstein, il dit un très beau cri-douche. Il dit tout simplement, attends, doucement. Pour qu'un Kelly ait besoin d'être trempé, il faut qu'il y ait, premièrement, une intention du vendeur de vendre un Kelly et l'intention de l'acheteur d'acheter un Kelly. Or, moi, j'ai acheté du Nescafé pour le café. Ouais. Alors, des fois même, il arrive même que quelquefois vous achetez la recharge seulement. Aujourd'hui, ils vendent ça, les recharges, et vous mettez dans le pot. Ou alors, ils vous font des pubs avec des boîtes en métal et ils vous vendent un verre avec. Donc, il y a des milliers de façons de présenter ce café. Donc, le vendeur, lui, le monsieur Nestlé, dans
l'immense ville de Vevey. Vous avez été à Vevey en Suisse? C'est une ville gigantesque où il y a Nestlé. Et si vous n'avez pas vous n'êtes pas en voiture, vous vous y perdez. Ah bon? C'est là-bas qu'ils font tous les produits Nestlé, le Toblerone, le lait Nestlé, le café. C'est un trust gigantesque. C'est une ville entière en Suisse qui s'appelle Vevey. De mon temps, quand j'étais gosse, il y avait, c'était un tout petit trou. Et entre-temps, ça a agrandi. Donc, Monsieur Vevey, je ne sais pas comment il s'appelle, le patron de la Suisse, quand il vous vend le Nescafé, il vous vend le Nescafé. Et donc, pour lui, ça l'arrange de le mettre ou en verre, ou en métal, ou en plastique, ou en tube déchirable. Mais lui, ce qui l'intéresse, c'est de vendre le café. Donc, et vous, quand vous achetez du café. Vous n'avez pas dit « Ah non, j'achète que pour le verre. Le café, je le jette. » Donc, on a très bien compris que ni vous ni lui n'êtes intéressé à ce qu'Eli en fait. C'est pas pour ça que vous avez acheté le café. Donc, le Rav Moshe Feinstein, il dit donc, premièrement, à cause de ça. Et deuxièmement, parce qu'en fin de parcours, quand va arriver Pessah, vous en avez marre, vous en avez 25 dans le placard. Il dit, bon, je vais quand même en jeter quelques-uns. Donc, ça veut dire que même quand vous le prenez, vous n'avez pas l'intention de le garder éternellement. C'est pas comme un clic que vous achetez. Un clic que vous achetez, en général, vous voulez le garder. Et même le donner à vos enfants. Mais quand vous achetez un pot de Nescafé, c'est le temps que durent les roses. Donc vous allez le jeter à la prochaine fête, ou dès qu'il sera un peu sale, ou un peu pas présentable, allez hop, poubelle. Vous ne le feriez pas pour des kélim que vous avez achetés. C'est rare que des gens ils jettent de la vaisselle comme ça. Donc pour ces deux raisons-là, le Rav Moshe Feinstein dit pas la peine de tremper. Évidemment, il y a toujours des gens qui vont dire oui. Mais a priori, c'est plus logique de ne pas tremper et de ne pas se casser la tête avec ça. Vous avez suivi l'affaire? Donc les marmites, on a dit, si vous les cachérisez dans la maison, pas la peine d'aller ailleurs. Et les kélim en verre et pareil pour les kélim en fer, bien évidemment. Si vous avez le pot de Nescafé en métal et que vous voulez le garder pareil aussi, vous n'êtes pas obligé de le tremper non plus. Combien de temps on peut le garder? Autant de temps que vous voulez, puisque de toute façon, ça, vous allez le jeter à long terme, vous n'allez pas le garder. Ouais. Non. Et même si vous voulez le garder, on a dit que c'était pas une. Le goy n'a pas fait ça pour vous, pour vendre le kéli. Voilà. Pas de questions? Ouais, il se passe quelque chose. Voilà. Il se passe toujours quelque chose. Maintenant, reste à savoir qu'il faut garder toujours la tête froide pour ne pas s'angoisser la vie. Oui. Oui. Parce que de toute façon, on n'échappe pas à ce qui doit arriver. Alors on va faire sur la paracha elle-même, dans Matot. Le premier sujet de Matot parle des vœux. D'accord? Des vœux. Et qu'est-ce qu'on vous apprend dans Matot? On vous apprend dans Matot l'importance de ce qui sort de la bouche. Ah bon? L'importance de la parole. Et la preuve, c'est que la Torah vous raconte que si une femme ou une jeune fille qui est mariée ou qui a un père ou qui a un fiancé, quelqu'un qui est, donc on parle d'une petite fille par exemple, et qu'elle a fait un vœu, Ah oui. si le père ou le fiancé ou le mari ou a attrapé ce vœu à ce moment-là, il peut dire annulé. Ton vœu est annulé. D'accord? Et la Torah nous dit sans arrêt, Hachem islachla, et Dieu lui pardonnera. Dieu lui pardonnera. Parce que ça a été annulé par son père. On parle maintenant, si une fille est déjà adulte, après 12 ans et demi, elle est adulte. Donc là, tant qu'elle n'est pas mariée, ça y est, dès qu'elle est adulte, elle échappe
à l'autorité de son père. Et elle ne peut plus avoir d'autorité tant qu'elle n'est pas mariée. Donc une personne, ou une veuve, ou quelqu'un qui n'est pas marié, ou qui a dépassé 12 ans et demi, là, les vœux prennent. Si quelqu'un a fait un vœu et qui après se mord les doigts, il est obligé d'appeler 3 personnes pour l'enlever. Si elle sent qu'elle ne peut pas tenir ce vœu. Tout en sachant qu'a priori, comme dit le Midrash, personne n'a le droit de faire des vœux, sauf les gens qui ont beaucoup d'Irat Shamayim. Avraham Avinu, Job et Yosef. Si vous n'êtes pas comme dans ce style-là, Avraham, Job et Joseph, interdiction de faire des vœux. Qui êtes-vous pour faire des vœux? Mais Nagid, que vous l'avez quand même fait. Alors, si le mari ou le père arrête la personne à temps, dans la même journée, alors ça annule le vœu, mais la Torah dit quand même, Hachem, Islachla, Dieu lui pardonnera. Alors on pose la question, pourquoi Dieu a besoin de lui pardonner si ça s'annule? S'il est annulé le vœu par le père ou le mari, qui dit annulé, pourquoi il a besoin de lui pardonner? Elle est plus tenue, c'est fini. Alors en répondant, elle a dit avec les mots, comme la bouche a sorti des paroles, là-dessus il faut être pardonné. Même si le vœu est annulé, la parole a été enregistrée dans ce monde. Et donc elle a besoin d'être pardonnée. Vous avez compris? Donc on voit de là que la parole est la parole est créatrice, destructrice, constructrice, tout ce qu'on veut, mais elle n'est pas neutre. Elle n'est pas comme un truc qu'on peut effacer. Ça y est, elle est figée. Donc, c'est comme un document que vous avez, et vous avez un autre document pour l'annuler. Mais vous gardez le premier quand même. Vous ne dites pas je déchire tout. Vous dites j'ai ça, et j'ai un autre pour dire c'est annulé. Mais vous l'avez quand même le premier. Donc c'est pour ça qu'on te dit, attention, ne fais pas de vœux déjà, Aleph, ne t'engage pas à ça, ne fais pas de vœux. Agis sans faire des vœux. Tu peux faire des actions sans faire des vœux. Faire des bonnes choses, ou t'abstenir de faire des choses sans en parler. D'accord? Pas besoin de raconter ta vie à Pierre, Paul et Jacques. Donc, premièrement, ne parle pas. Mais si déjà tu as parlé, tu as besoin d'être pardonné pour avoir parlé des choses inutiles. D'accord? Donc on voit que la Parashat Matot, elle est liée avec les vœux, au début et à la fin. Parce qu'on va le revoir aussi avec l'engagement des tribus de Gad et Réhouven, qui vont s'engager verbalement auprès de Moshe à dire que quand on va conquérir le pays, on va être avec vous. On va pas vous trahir dans la conquête. Donc on va déjà dans deux endroits dans la paracha, on parle du principe de l'engagement verbal. D'accord? Maintenant, par providence divine, cette semaine, comme le rabbi précédent explique, que nous avons la coutume de lire les Pirkei Avot même en été. Il y a beaucoup de communautés qui s'arrêtent après Shavuot, donc ils lisent une fois puis c'est fini. Mais nous on lit tout l'été, jusqu'à Rosh Hashanah, on tourne. Mais, alors maintenant, Admor Zaken il dit il faut lire Pirkei Avot. Et le rabbi dit, quand le Admor Zaken il dit qu'il faut lire, sa lecture à lui, c'est pour nous une étude profonde. Sa lecture simple, quand Admor Zaken dit il faut lire, il parlait pour lui. À son niveau à lui, lire c'était très important. Mais pour nous, on t'a pas dit de lire, parce que c'est connu que la Torah orale, si on ne la comprend pas, profondément ou pas profondément, si on ne la comprend pas, on n'est pas quitte. La Torah écrite, on est quitte. Tu peux lire toute la journée. Moi, par exemple, en ce moment, je lis Job. C'est un livre
incompréhensibles en hébreu. C'est des mots à ou torturer il y a des explications d'une page pour chaque mot. C'est très compliqué au niveau du texte. D'accord. Très compliqué. C'est pas comme le Chumash où vous pouvez déchiffrer le sens. Là-bas, vous demandez de quoi il parle. D'accord. Alors, comme c'est de la Torah écrite, si je me contentais de lire ça en journée, j'aurais étudié, ça s'appelle lire de la Torah. Mais la Torah orale, c'est pas comme ça. Si tu lis Pirkei Avot sans comprendre, tu n'as rien fait du tout. Puisque c'est de la loi orale. Donc il faut les étudier. Donc en été, quand on recommence le cycle des Pirkei Avot, nous on est dans le Perek 1. On recommence le 1, ce Shabbat. Et le Perek 1, il a une... Oral, c'est que Pirkei Avot? Pardon? Oral, c'est que Pirkei Avot ou il y a d'autres? Non, toute la Torah orale, c'est la Mishnah, la Gemara, la Haggadah, ce qu'on fait le lundi, le Shulchan Aruch, le Chassidut, ce que je sais moi. Tout ce qui ne s'appelle pas Torah écrite, la Bible, le Tanakh, le Bible, tout ce qui n'est pas Tanakh, ça s'appelle Torah orale. Ah, voilà. Le Midrash, tout ce qui est... Donc quand vous lisez ça, si vous ne comprenez rien, vous n'avez pas étudié. D'accord. Donc dans le Pirkei Avot de cette semaine qu'on va lire, le premier chapitre, et c'est d'ailleurs commun avec ce qui se passe en dehors d'Israël, là pour ça on est sur la même longueur d'onde. Le premier chapitre de Pirkei Avot, il nous parle aussi de la parole. Comment ça, où ça, nous allons le voir tout de suite. À la fin du chapitre, il y a écrit que Rabban Gamliel, il dit fais-toi un rave, etc. Mais après, il y a son fils qui parle. Il y a son fils qui parle, et la Mishnah, elle dit Shimon Beno, son fils Shimon. On ne l'appelle pas Rabban Shimon ben Gamliel, comme on va l'appeler par la suite. On l'appelle Shimon son fils. Shimon son fils, c'est le fils de Rabban Gamliel. Donc en général, on l'appelle toujours Rabban Shimon ben Gamliel. Puis Tom, dans la Pirkei Avot, on l'appelle Shimon son fils. D'accord. Qu'est-ce qu'il dit, Shimon son fils? Il dit, tout le monde connaît ça, il dit Gadalti Kol Yamai, toute ma vie, Gadalti ben Chachamim, j'ai grandi parmi les sages, Velo Matzati Lagouf Tov Mishtika, et j'ai pas vu pour le corps quelque chose d'aussi bien que le silence. J'ai jamais vu aussi bien pour le corps que le silence. Et après il dit, l'essentiel c'est pas l'étude, c'est l'action. Le Midrash Haïkar et la Amassé. Et il finit en disant, en finissant, il dit, le Chol Amar Bedvarim Mevichet. Celui qui parle trop amène la faute. D'accord? Alors, le Pirkei Avot, c'est un livre, c'est un livre extrêmement commenté. Des milliers de rabbanim qui ont commenté les Pirkei Avot. Plus qu'aucune autre partie du Talmud. Pirkei Avot. Et donc, le rabbi aussi s'y met, il donne une explication des Pirkei Avot très originale, qu'on ne trouve pas ailleurs. D'accord. Et ça se passe en 1981. Tafshin Memalef. Alors, le rabbi, il fait un très beau, très beau, comment dire, ridouche, une très belle innovation. Il dit, premièrement, le fait qu'on l'appelle Shimon Beno, et non pas Rabban Shimon ben Gamliel, c'est pour expliquer que là, il ne se situe pas comme le futur Nassi du Sanhédrin, le futur président, mais il se situe comme le fils de son père.
Le fils de son père. Il ne se réclame que d'être le fils de son père. L'élève de son père. Alors, en tant qu'élève de son père, il dit une chose qui semble apparemment évidente. Il dit, toute ma vie, j'ai grandi parmi les sages et je n'ai jamais trouvé bon pour le corps que le silence. Bon, très bien. Alors ça veut dire quoi? Toute ta vie, tu dois te la fermer. Toute ta vie, tu dois te taire. Alors, il n'y a plus de sujet de parler. Alors, tout à l'heure, on t'a dit, fais attention à faire des vœux, etc. Alors, ok, les vœux, n'en fais pas. Mais alors, j'ai pas le droit de parler. Intéressant. Comment ça va? Vous voulez du thon? D'accord? Quelle heure est-il? C'est quoi? Je l'ai vu. J'ai vu que pour le corps, il n'y a rien de mieux que le silence. Alors l'arbitre dit non, c'est pas ça c'est pas le pshat, c'est évident que Shimon Beno, le fils du Nassi, il n'a pas besoin de t'apprendre une évidence comme ça, que c'est mieux de parler le moins possible, ça c'est sûr. Ça c'est évident, pas besoin des Pirkei Avot pour ça. Alors qu'est-ce qu'on t'apprend? On t'apprend quand tu apprends la Torah. Quand tu apprends la Torah, la preuve il dit, toute ma vie j'ai grandi parmi les sages. Ça veut dire même quand il était adulte, il s'appelle le fils de son père, l'élève de son père. Et il a grandi là-dedans. Ça veut dire c'est pas il n'a pas parlé. Il a parlé puisqu'il a grandi dans la Torah, donc il avait bien des discussions avec ses maîtres, avec ses collègues, avec ses élèves, avec les gens dans la rue. Donc j'ai grandi dans la Torah. Mais j'ai appris une chose, à me taire. Ça veut dire à me taire, ça veut dire à écouter l'autre. Comment ai-je grandi dans la Torah? Comment n'ai-je pas plafonné à être toujours au ras des pâquerettes dans la Torah? J'ai grandi. Je suis de plus en plus grand. Parce qu'il a écouté ses maîtres. Voilà. Parce que je n'ai pas passé mon temps à parler pour dire je vous dis et je vous enseigne et m'écoutez-moi. Mais j'ai beaucoup plus fait de dire j'écoute l'autre. Je suis à l'écoute de mes élèves, de mes maîtres, de mes collègues, des hommes, des femmes. Comme dit le Pirkei Avot, qui est le sage? Celui qui apprend de tout le monde. C'est comme ça que je suis devenu sage, parce que j'ai appris de tout le monde. Et si tu n'es pas comme ça, donc c'est ça qu'on appelle la shtika. Se taire, ça ne veut pas dire se la fermer. Se taire, ça veut dire se taire, être à l'écoute de l'autre. C'est ça, se taire. Et il y a beaucoup de gens, que ce soit dans la vie, vis-à-vis de leurs femmes, vis-à-vis de leurs enfants, vis-à-vis de leurs maîtres, vis-à-vis de la Torah, ils ont déjà tous, ils savent tout déjà, ça y est, tu ne m'as rien, tu ne m'apprends plus rien. On te dit non, tais-toi, écoute. Peut-être que tu vas assister à une vision des choses que tu n'as... Pardon? Contraction. Pas une contraction, une autre facette que tu n'as pas vue. Si tu laisses ta femme parler, peut-être elle va t'expliquer un truc que tu n'as pas compris comme ça. Si tu laisses ton voisin dire « moi je comprends comme ça », écoute, qu'il a quelque chose que tu n'as jamais envisagé. Et si tu veux grandir dans la Torah, ne dis pas « non, moi je... non, ça va, ok, je sais. Quoi, je sais, tais-toi, écoute. Donc je n'ai jamais vu rien d'aussi bien que le silence. Ça veut dire l'annulation. Ça ne veut pas dire se tirer une balle dans la tête, l'annulation. L'annulation, ça veut dire la réceptivité vis-à-vis de ce qu'il y a autour de soi. Pas seulement l'autre, tout. Tout. Tu vas apprendre des trucs, voilà, tout ce que je vous ai raconté ce soir, sur les kélim, etc. Il a bien fallu que je m'instruise pour savoir comment on fait des marmites aujourd'hui, comment un peu de Nescafé, tout ce que je vous ai raconté, c'est le fruit du fait d'écouter. Je ne peux pas dire, non, j'ai appris ça il y a tellement d'années, non, ça y est, il n'y a plus à revenir là-dessus. Mais maintenant, il faut revenir là-dessus. Parce que le monde change, ta tête change,
Ron, et ouvertures, les ouvertures ne sont pas les mêmes chaque fois. Et c'est comme ça qu'on grandit. Sinon, tu t'abîmes. Tu deviens, tu radotes. Il y a des gens comme ça, malheureusement. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont grandi, quoi, avec moi. Vous les voyez 40 ans après, ils radotent le même discours qu'il y a 40 ans. La photo a été prise il y a 40 ans, ils vont répéter les mêmes phrases, les mêmes formules, les mêmes. Ah, puis attends, ouh là là, mais il n'a pas évolué tellement cet individu-là, c'est bizarre. C'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas à l'écoute des choses qui avancent, du monde qui avance. Et donc il lui dit, tu dois donc. Je n'ai pas vu plus pour grandir dans la Torah que le silence, c'est-à-dire être à l'écoute de ce qu'il y a autour de moi. D'accord? D'ailleurs, aujourd'hui, mes enfants, ce sont mes maîtres, puisque moi je sais rien, eux, ils savent tout. Alors j'ai dit, bon, alors parlez, ok, parlez, c'est vous qui êtes. Non, on sait rien. On ne peut rien leur apprendre, mais alors eux au moins qu'ils nous apprennent. Et effectivement, sur 100 trucs qui croient être intelligents, il y en a au moins un, mais bon, au moins vous l'avez entendu. Il ne faut pas leur dire, moi je suis sage, toi tu ne l'es pas, moi j'ai de l'expérience, toi tu n'en as pas, tais-toi. Non, moi je me tais, je t'écoute. Allez, vas-y, raconte. D'accord? Mais voilà, il faut faire ça avec tous les âges. Vous n'êtes pas obligé de le faire avec que des gens... Des adultes. Vous pouvez le faire même avec des enfants de 3 ans. Ouais. Vous écoutez ce qu'ils disent. Ouais. Et vous rendez compte, vous apprenez plein de trucs. Donc c'est pas vrai de dire... par contre, la grandeur, c'est pas de parler. La grandeur, c'est d'écouter l'autre. C'est ça la grandeur. C'est ce qu'il dit. Donc je n'ai pas vu mieux pour être grand que d'écouter l'autre. Bon, et après il dit, effectivement, la parenthèse qui donne après, c'est l'essentiel, c'est pas l'interprétation, le midrash, mais c'est l'action. Ça, on le connaît. Et il termine en disant, et tout celui qui parle trop rajoute dans la faute. Alors dans le même esprit de ce qu'il vient de dire là, le rabbi explique que le principe du maître, c'est de parler concentré, de concentrer son enseignement. C'est-à-dire que quand vous voulez faire passer un message, à n'importe qui, dans la famille, dans la rue, dans un cours, dans un bureau, quand vous voulez faire passer un message, il ne faut pas vous éparpiller avec des détails à n'en plus finir. Ouais. Il faut il faut concentrer le message en disant voilà, c'est ça que je veux te dire. Mais dans ce cas autour, on n'en a pas besoin. N'en rajoute pas trop. Parce que sinon, tu fais que les gens se dispersent. Donc il te dit Kol Amarbe Bidvarim, celui qui veut faire passer un message à quelqu'un d'autre, et qui se croit obligé de commencer par raconter 3 heures au départ, 3 heures au milieu, 3 heures... Attends, mais Tachlès, où tu veux en venir? Dis-moi ce que tu veux dire. Donc il te dit, si tu ne fais pas ça, Mévichet, tu amènes la faute. Pourquoi? Parce que les gens vont dire, ah, j'ai écouté le cours du Rav, c'est très intéressant, hein. Il a dit que le Nescafé c'était aveuvé. C'est tout ce que tu as retenu du cours. Le Nescafé c'est aveuvé. Oui, parce qu'il y avait tellement de détails que j'ai oublié le fil conducteur de ce qu'il disait. Alors, si toi, tu ne sais pas garder le fil conducteur quand tu parles, Ron, tu fatigues celui qui t'écoute, parce qu'il n'a pas le temps il ne sait pas où tu veux en venir. Et donc, Mévichet, ça veut dire que si tu es un maître, tu as voulu lui apprendre quelque chose, en vérité, tu ne l'as pas appris. Tu lui as appris la chose, tu l'amènes à fauter. Parce qu'il va dire, ah non, j'ai compris comme ça, moi. Hein.
Tu as compris comme ça, non? Tu as envisagé un détail sur la route, tu n'as pas envisagé le vrai message qu'il y avait là-dedans. C'est pour ça qu'ils te disent, celui qui parle trop quand il veut expliquer quelque chose, il amène la personne à qui il parle à se tromper et à fauter. Donc dès là, on voit encore une fois, comme par hasard, et ça marche bien, puisque c'est le Pérec Koli Shabbat, l'importance dans le discours, quand tu parles, de ne pas parler pour ne rien dire, d'écouter l'autre, d'accord? D'écouter l'autre, comme vous voyez, quand dans une discussion, avant même que la personne ait commencé la phrase, vous la coupez pour dire ce que vous voulez dire. Dis ce que tu vas dire, je t'écoute. Les gens, ils sont étonnés quand on dit ah, tu m'écoutes? Ils sont surpris. Ils sont pris par surprise. D'accord? Parce qu'ils ont toujours l'habitude de parler ensemble, simultané, sans qu'il y ait de dialogue. Donc il te dit, apprends à écouter l'autre, shtika, silence vis-à-vis de l'autre. D'accord? Considère-toi comme le fils de ton maître, c'est-à-dire toujours d'être un élève. Shimon Beno, Shimon son élève, son fils, c'était son élève, pas Rabban Shimon Ben Gamliel. Même si tu es un très grand, apprends à écouter l'autre parce que tu es encore un élève. D'accord? Et après, une fois que tu veux enseigner à quelqu'un, tu veux lui dire quelque chose, ne t'avise pas d'enjoliver trop avec des détails à n'en plus finir, sinon tu fais perdre le fil de l'enseignement que tu voulais donner. Et donc, dans le chinour, on voit ça, là, hein? Une mère ou un père qui veut dire à son fils quelque chose, et puis elle est tellement embrouillée dans ses idées que l'enfant il n'a rien compris de ce qu'elle voulait, sauf la personne. Ouais, alors à la fin, la personne elle fait le contraire. Alors la mère ou le père s'énerve. Mais je t'ai dit pourtant. Mais tu m'as dit, j'ai pas compris. Tu m'as dit. Tu as vu l'heure qu'il est. La lumière ça coûte cher. Mais attends, où tu veux en venir? Qu'est-ce que tu veux me dire? Quel est le point où tu veux en venir? Alors les gens ils en viennent à fauter parce qu'ils n'ont pas compris. Ça, il y a combien dans l'armée, combien dans la beaucoup de choses qui se passent comme ça dans l'armée. Oui, les officiers qui s'embrouillent dans ce qu'ils veulent, et les soldats ils ne savent plus où ils en sont, et après il y a des catastrophes. Après quoi? Il y a des catastrophes. Bon, quand j'étais à l'école, je me rappelle, il y avait des professeurs, ils perdaient tellement leur temps à vous expliquer ce qu'ils veulent vous dire, vous ne saviez même pas vous ne saviez même pas pourquoi on était là, quoi. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on te dit ça dans les Pirkei Avot, pour te dire qu'il y a une technique, un art de savoir faire passer un message. D'accord? Et en plus, de ne pas donc d'écouter l'autre, et de quand tu vas parler, ne parle pas pour essayer de trop meubler. Vas-y direct. Et c'est pour ça que c'est le premier pérec du Pirkei Avot, parce que c'est la base de l'évolution. Et ce qu'on apprend dans la Torah, on l'apprend dans tout. Même si tu vas apprendre les mathématiques, le dessin, la cuisine, la technique sera la même toujours. Mais là, moi j'ai une question là. Pourquoi alors dans ces cas-là, ils ont écrit comme ça le Pirkei Avot et pas avec plus d'explications? Pour que le rabbi vienne et qu'ils en donnent. La Torah orale, on a dit, ça doit être raccourci. Il n'a pas voulu, Rabbi Shimon Ben Gamliel, il n'a pas voulu vous donner un message. Il voulait vous donner tous les commentaires qu'on va faire sur ce Pirkei Avot. Il n'y a pas un à la place de l'autre. Ça, c'est comme ça, vous pouvez en dire d'autres aussi. C'est ça, le propre de la Torah orale, c'est d'être donné à beaucoup d'interprétations qui ne sont pas contradictoires et qui sont toujours valables et qui donnent l'éternité de la Mishnah, quoi. Cette Mishnah, vous pouvez la relire tous les jours, toute votre vie, elle aura toujours une actualité. Ah, mais avec plus de
d'explication, pas Voilà, simplement tout le qu'on temps. dise comme ça. Ouais, vous dites comme ça, vous pouvez dire autrement aussi. Ah, Voilà, pas de questions. Merci. Alors je vous remercie de votre attention Ça fait court. et je vous souhaite un bon mois de Av, puisque ce Shabbat-là, c'est le Shabbat Mevarchim. C'est le Shabbat qui bénit le mois de Av.